suis en direct, je vais attendre que les gens apparaissent parce que je ne suis pas très habituée des directs, généralement. Donc, et vu que je n'avertis jamais que je serai en direct, je suis obligée d'attendre. Donc, bienvenue au premier connecté. Alors aujourd'hui, nous allons tout simplement, je ne vais pas vous faire de lecture aujourd'hui. Je me suis connectée en direct pour parler de la polémique sur les tests de vaccins BCG Covid en Afrique. Après la vidéo polémique qui a beaucoup fait parler cette dernière semaine où on voyait Jean-Paul Mirat qui est le chef le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin à Paris, qui évoquait la possibilité de faire des tests de vaccins à BCG en Afrique. Et à côté de lui, en face de lui, son interlocuteur pendant cette émission diffusée sur LCI, c'était Camille Locke, qui est membre d'un institut en fait qui se veut être l'Institut de recherche nationale pour la santé et pour la recherche médicale, si je ne me trompe pas, en France. Et donc ces deux scientifiques ont créé polémique par leurs propos, d'après lesquels il était nécessaire de commencer les tests de vaccins d'abord en Afrique sur les Africains, ensuite, si les tests étaient donc positifs, si les résultats étaient donc satisfaisants et positifs, ensuite de venir vacciner le reste de la population touchée par le Covid en Europe et aux États-Unis, en Amérique généralement. Je n'ai pas été... Ma première réaction face à cette vidéo, comme tout le monde, forcément, comme toute africaine, ça a été la colère, l'indignation. Tout de suite, les émotions sont allées très très vite et très très haut. Je me suis dit, mais en fait, l'Africain n'est pas un cobaye. C'est ce que je me suis dit premièrement. L'Afrique n'est pas un vaste centre de tests. L'Afrique n'est pas un laboratoire où l'on peut se permettre de venir tester ce qu'on veut et à sa guise, faire des expérimentations sur les populations et puis qui ne sont pas protégées et puis voir ce que ça va donner. C'est pas comme ça que je vois le continent qui m'a vu naître. Donc ma première réaction a été celle de la colère. Mais après, je me suis un petit peu assagie. Après donc cette colère, je me suis assagie. Et puis je me suis demandé, mais comment se fait-il que deux scientifiques, en fait, deux personnes qui sont d'abord peuvent être considérées comme des personnes déséduquées parce qu'on parle de scientifiques. On parle donc d'une personne qui est chargée de la recherche, qui travaille dans un institut de recherche, et de l'autre côté d'un médecin. Donc ce sont des personnes normalement qui ont une certaine éthique parce que les scientifiques généralement doivent faire correspondre leurs travaux à une certaine éthique. Et donc je me suis demandé, mais comment deux scientifiques, deux personnes qui sont censées raisonner, deux personnes qui sont censées côtoyer une palette d'individus de couleurs assez variées, le plus variées possible, peuvent encore réfléchir de manière aussi archaïque à se dire, voilà, on va aller en Afrique et puis on va inoculer les vaccins à une population et puis bon, bah, vu qu'en Afrique de toute façon ils ne sont ni protégés par les institutions, les lois peuvent être manipulées parce qu'il y a la corruption, et vu aussi que la population n'a pas de poids politique, n'a pas de poids véritable pour dire non, pour s'opposer à ce genre d'expérimentation, eh bien c'est un terrain propice à tout ce que l'on veut, tout ce que l'on peut tester. Et surtout dans les propos de Camille Locke, là où il compare l'Afrique à cette prostituée sur qui on peut donc faire des expérimentations parce qu'elle est en contact avec des clients, elle ne se protège pas, donc tout est permis vu qu'elle ouvre déjà sa porte à des clients, vu qu'elle donne son corps en échange de l'argent, on peut donc la payer pour aussi tester des médicaments sur elle. Donc il a comparé l'Afrique à une prostituée. Et en même temps, il compare l'Afrique à un espèce de terrain de jeu comme ça où il n'y a pas de règles en fait. C'est celui qui veut
dominer les autres, qui impose ses règles et s'assure qu'elles soient appliquées. J'ai été en colère comme la majorité d'entre vous ont pu l'être, mais ensuite je me suis posé la question de l'origine de tout ça, parce que ce que l'on voit, ce mépris vis-à-vis de l'Afrique et de l'Africain, cette forme de pitié, de, de chosification de ce que peut être un Africain, ça vient beaucoup plus loin, ça vient de beaucoup plus loin. Donc, au lieu de regarder les effets, parce qu'aujourd'hui on est face aux effets, il faut repartir dans l'histoire même du continent, repartir dans l'histoire même des Africains et se demander qu'est-ce qui a été à l'origine de tout ça, à l'origine du fait qu'on n'ait plus de dignité et que les Occidentaux en général puissent avoir une parole aussi libérée, puissent se considérer comme étant supérieurs, puissent considérer les vies africaines comme étant de moindre valeur que les vies européennes, américaines, australiennes ou que sais-je. Il faut quand même retourner, déjà se remémorer cette phase très importante de notre histoire, car très douloureuse, et à la base même de toute l'idéologie qui aura servi à chosifier l'Africain, à lui enlever toutes ces qualités d'homme, donc de lui enlever tout ce qu'il avait d'homme, d'humain, et donc de pouvoir le ramener à un degré inférieur à celui de l'homme, qui est donc celui du sous-homme. Ça commence avec la traite négrière, en fait, l'esclavage, parce qu'il faut différencier la traite négrière de l'esclavage. La traite négrière, c'était trivialement le commerce de l'Africain, c'est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants étaient attrapés dans des États où il y avait des institutions. Ils étaient attrapés pour être vendus, c'est-à-dire comme un objet. Donc il fallait les chosifier, il fallait les diminuer, il ne fallait pas avoir de l'empathie vis-à-vis d'eux. Il fallait qu'ils soient vus tout simplement comme une denrée, comme du blé, un cheval, de l'or, une denrée qu'on va échanger, dont on a besoin, mais qui n'a pas d'âme, qui ne réfléchit pas. Donc cette chosification de l'Africain, en fait, date de beaucoup plus loin. Ça date déjà de la traite négrière, de l'esclavage ensuite. L'esclavage qui est l'exploitation de l'homme par l'homme. C'est à différencier de la traite négrière. La traite négrière, c'est un commerce. C'est-à-dire que la marchandise, c'est l'homme africain particulièrement. Et ensuite, l'esclavage, c'est l'exploitation. Après qu'on ait capturé l'homme et qu'on l'ait emmené de l'Afrique vers les États-Unis, là, il y a la vente donc de l'Africain à l'exploitant américain, et ensuite l'exploitant américain va donc exploiter cette marchandise-là pour qu'elle rapporte de la valeur, de la richesse. Donc il ne faut pas oublier que ceux aujourd'hui que nous, généralement en Afrique, on va voir comme l'homme blanc va être considéré comme celui qui va venir créer des écoles, construire des écoles, faire des fourrages, qui va venir vous offrir des campagnes de vaccination gratuites. Il ne faut pas aussi oublier, je ne veux pas mettre tout le monde dans le même panier, mais il faut toujours garder à l'esprit que le monde occidental est un monde capitaliste qui s'est fondé sur le capitalisme, qui s'est fondé sur l'asservissement de l'autre pour en tirer des bénéfices, et généralement des bénéfices financiers. Donc l'homme européen, américain, l'homme occidental en général n'aura pas d'action gratuite. Je dis bien en général. Je ne vais pas en faire... il y a bien sûr des exceptions qui vont confirmer la règle, mais arrêtons, nous Africains, d'avoir cette idée-là que l'homme blanc vient chez nous forcément parce qu'il est généreux, parce qu'il va vouloir notre bien ou parce que on en vaut la peine. Arrêtons de susciter la pitié ou le mépris. Généralement, quand on parle de l'Afrique, on va parler d'un pays où des États, d'un continent où il n'y a que de la guerre, de la souffrance, de la pauvreté,
où il y a un manque d'éducation, un taux d'analphabétisme haut, il n'y a que des maladies, le sida. À aucun moment l'Afrique ne peut susciter de la bouche des Occidentaux, de leur esprit, des idées positives, des idées de richesse, des idées de développement, des idées de dignité, des idées de beauté. C'est à nous de restituer ces idées-là, c'est à nous de retrouver notre force en tant qu'Africains et de la faire valoir. Arrêtons de susciter la pitié et le mépris. Arrêtons de susciter la pitié et le mépris. Essayons en tant qu'Africains de nous restituer nous-mêmes déjà notre propre dignité d'homme, de nous mettre égal sur un même piédestal que les autres civilisations. De là viendra le respect. Si nous-mêmes déjà nous n'arrivons pas à nous respecter, comment voulez-vous qu'un étranger vienne vous respecter? Comment? Comment? Dites-moi. Et donc, après la traite négrière et l'esclavage, qui ont donc permis de chosifier l'homme africain, de lui donner la même valeur que l'on peut donner à un plat en porcelaine, à un tissu de laine ou même à un cheval, c'est-à-dire un moyen de production, c'était un moyen pour arriver à un but, hein, et le but c'était de s'enrichir. Donc il devait être déshumanisé, on devait lui enlever tous les attributs qui font de lui un homme, qui font donc de lui quelqu'un d'égal avec son maître, puisqu'il fallait une échelle de grandeur, il fallait un maître, il fallait l'esclave, et l'esclave est forcément inférieur. Donc après cette phase, on a ensuite dans notre histoire d'Africains, on a la colonisation. Ça, c'est vraiment... ça a été aussi une phase très douloureuse parce que après avoir été traités comme une marchandise, là, carrément, nos États africains étaient traités comme des vastes plantations, en fait, des vastes exploitations qui n'étaient là. Les colons ne viennent pas, en fait, vous apprendre la civilisation. Hein. En Afrique, on avait nos civilisations, on a toujours eu nos cultures, bien qu'on les perde, bien que cela ne nous soit pas enseigné à l'école, même en Afrique, mais on a toujours eu nos croyances. On a eu nos propres religions, on a eu nos propres dieux, on a eu nos propres manières de concevoir la vie. Il ne faut pas oublier que le continent africain est quand même à l'origine des sciences, c'est-à-dire de la médecine, de l'architecture. Et là, ça date de loin, ça date des Égyptiens, ensuite des Nubiens, ensuite on a été de grands voyageurs, on a été de grands commerçants. On n'est pas né avec... L'Afrique ne naît pas par la colonisation. Et c'est bien dommage que dans la plupart des livres d'histoire en Afrique, parce que j'ai fait toute mon éducation secondaire et primaire, je l'ai faite en Afrique. J'ai commencé même mon université en Afrique. C'est dommage que dans nos livres d'histoire, on ne nous apprenne pas qu'est-ce qu'a été notre histoire précoloniale. De ce qu'on nous apprend, c'est que l'Afrique s'est découverte après la colonisation. Ça commence toujours après la colonisation. Pourquoi? On a eu une histoire. L'Africain est un être très digne, rien qu'à sa manière de se mouvoir, de marcher, de porter sa tête. L'Africain, c'est quelqu'un de très digne. Mais c'est aussi quelqu'un de très généreux. C'est quelqu'un de très posé. C'est pourquoi la plupart de mes camarades africains, même ici, généralement on nous dit vous parlez doucement. C'est pas qu'on parle doucement, c'est que l'Africain prend le temps d'ingurgiter les informations et prend le temps non pas de l'intelligence mais de la sagesse avant de pouvoir produire de la parole. Donc il prend le temps d'analyser, de comprendre, d'ingurgiter, de dormir avec l'information pour qu'elle imprègne son corps et ensuite de parler. D'où le temps de la parole très lente. Et donc c'est dommage qu'en Afrique on nous apprenne que non. On devient Cameroun dès lors qu'on a été découvert par les Portugais. Donc avant que les Portugais n'arrivent, il n'y avait pas de Cameroun ou
Les gens étaient là, ils ne savaient pas où ils étaient, ils n'avaient pas de nom, ils n'avaient pas donné de nom au territoire qu'ils occupaient. C'est faux. Il y avait bien des peuples qui vivaient là. Ça n'a pas été découvert par les Portugais. Il y avait des peuples, ça a été découvert par les autochtones, des Camerounais, ils étaient bien là avant. Et ensuite, on nous dit que voilà, c'est la France, d'abord l'Allemagne qui nous inculque, qui nous apprend à adorer Dieu, qui nous fait découvrir Dieu. Ça aussi, c'est d'autres mensonges en fait. C'est d'autres mensonges parce que les cultures africaines se reposent en fait sur des dieux. Généralement, euh, que ce soit dans l'Égypte antique, que ce soit au Bénin avec le vaudou, il y a toujours eu des religions africaines. Par exemple, au Cameroun, il y a chez les Bamileke le culte des ancêtres. On n'a pas un seul dieu. Nos dieux se retrouvent dans la nature. Généralement en Afrique, c'est ça. Les dieux se retrouvent dans la nature. On va glorifier et déifier la nature, celle qui nous entoure, celle qui prend soin de nous, la nature qui nous nourrit, qui nous protège, qui fait en sorte qu'on vive en harmonie. C'est ça. Donc on n'a pas découvert la religion avec le christianisme. Non, il y avait bien d'autres religions avant. Et donc la colonisation marque aussi cet asservissement de l'Africain en fait. Et cette infantilisation de l'Africain dans le sens où déjà vous ne vous rendez même pas compte, c'est que on ne se rend même pas compte du fait que nos frontières, en fait, elles ont été définies telles qu'elles sont aujourd'hui par des Européens qui se sont réunis lors de la conférence de Vienne en 1814 ou 1815 et qui ont décidé comme ça entre eux que voilà, bon ben on va arrêter de faire la guerre entre nous, il y a un continent là-bas, vous vous souvenez les gars, donc on va leur dire qu'on arrête la traite négrière, mais on transforme ça en quelque chose d'un peu plus joli, d'un peu plus poli. Ça s'appelle la colonisation. Donc on découpe le partage du gâteau. Généralement en histoire on appelait ça le partage du gâteau. Donc, et il y a toujours cette image de vieux monsieur blanc habillé en uniforme militaire assis autour d'une table à Vienne et qui regardent sur une carte l'Afrique et qui sont là donc avec des crayons et des règles pour tracer. Et c'est pour ça par exemple que la frontière sud du Cameroun est rectiligne. Et même la frontière est de la Libye est aussi rectiligne, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de lignes très droites. Et ce qui ne fait pas justement l'essence de frontières naturelles qui ont été naturellement créées par les clans, les tribus, les ethnies qui fréquentaient ces lieux à l'époque. Et c'est bien pour ça qu'en Afrique, par exemple, on va retrouver des Fans. Au Cameroun, des Fans aussi en Guinée et au Gabon, parce que c'est un peuple à l'origine qui a été divisé par les frontières imposées par le colon. Donc, tous ces épisodes-là font en sorte qu'aujourd'hui, l'Africain est infantilisé. Donc, quand deux Européens, quand deux Occidentaux se permettent de dire à la télé, sur une chaîne nationale, à une heure où la plupart des gens regardent les infos, parce que nous tous en ce moment on est devant la télé à savoir ce qui va se passer, quand ils se permettent de dire dans une émission qui a quand même un petit peu une étiquette sérieuse, de dire voilà, est-ce qu'il ne serait pas préférable d'aller tester en priorité les vaccins BCG Covid-19 en Afrique sur des Africains avant donc d'en faire bénéficier ensuite les populations européennes et occidentales. Quand ils se permettent de dire ça avec une telle impunité, c'est que derrière, ils savent qu'il n'y aura aucune réponse. On peut bien aujourd'hui faire des directs comme on le fait. On peut bien aujourd'hui appeler au boycott des vaccins. On peut bien aujourd'hui faire signer des pétitions. Mais dites-moi, lorsque les dirigeants, les gouvernements en place actuellement en Afrique vont signer des autorisations à ces ONG-là pour effectuer les vaccins sur les populations locales, qui pourra dire non? Qui pourra dire non? Qui aura le poids nécessaire, efficace pour dire non? On ne peut que rester sur Internet, bavarder, s'opposer. C'est beau, hein? Idéologiquement, c'est très très beau. C'est bien. Mais les populations même, elles n'ont même pas
certaines populations africaines locales hein, sur lesquelles vont être testés ces vaccins. Par exemple, au Congo, ils vont aller prendre dans certains villages des enfants avec des familles complètement affamées, affaiblies par la pauvreté. Ils vont leur dire, voilà, on va vous donner 1000 francs, 5000. Vous venez, on vous injecte un truc, c'est un médicament, ça va vous soigner. Et qui sera là pour expliquer à la famille que non, ça ne se passe pas comme ça. Vous devez signer des papiers au cas où demain il y ait des effets secondaires, au cas où demain ça peut causer à votre enfant tel ou tel symptôme, telle ou telle retombée, vous pouvez avoir telle pathologie due à ce test sur vous. Qui sera là pour leur expliquer? Dites-moi. Donc aujourd'hui, on s'offusque en fait des effets, mais les causes sont beaucoup plus profondes. C'est que l'Africain n'a pas pu restituer sa dignité d'homme, d'humain. Et donc, il va continuer de subir en fait ce lynchage public, ce mépris constant des autres civilisations, tout simplement parce que il n'a pas droit à la parole. Pourquoi il aurait droit à la parole? Lorsque, même si aujourd'hui un Africain est le plus riche, c'est-à-dire, on va dire, bon, un Africain sort de l'Afrique, c'est le plus riche, il va n'importe où dans le monde. On peut lui refuser d'entrer quelque part tout simplement parce qu'il est noir. Tout simplement parce qu'il est noir. Parce que le noir signifie encore pour certaines personnes l'infériorité. Le noir signifie encore pour certaines personnes non pas l'homme, non pas l'humain, mais le sous-homme. Quelqu'un qui n'a pas droit à la parole, qui n'a même pas le droit de marcher sur le même trottoir. Donc c'est à nous, on n'a pas à s'offusquer en fait. On a même pas, pour moi, on n'a même pas le droit de s'offusquer. Tant qu'on n'aura pas restitué, on ne se sera pas restitué notre honneur, notre dignité en tant qu'humain. Tant que l'Africain, le peuple africain, les dirigeants et les élites africaines n'auront pas compris que ça ne sert à rien de protéger leur intérêt individuel, de s'enrichir sur le dos des populations. Ça ne sert à rien de plonger des populations entières dans la misère, dans la pauvreté intellectuelle, tout ça pour pouvoir piller des caisses d'État, tout ça pour pouvoir vendre des ressources naturelles à vil prix, parce que ça nous fait perdre notre honneur à la face des autres. Tant que les élites africaines et le peuple africain lui-même ne comprend pas que c'est ensemble, en acceptant déjà le fait qu'on soit africain et que on compose une collectivité avec des intérêts communs et que ensemble on doit construire notre identité, on doit construire le patrimoine qu'on voudra laisser aux générations suivantes. Et de ce fait-là, on doit être fort, on doit non seulement donner l'image du soft power, mais aussi construire notre puissance qui va rester, se développer économiquement, instaurer la démocratie, laisser les gens se cultiver en Afrique. Dans mon pays, par exemple, au Cameroun, pendant toute ma jeunesse, il n'y avait pas, on n'a pas de bibliothèque, on n'avait pas de bibliothèque, on n'avait pas de cinéma, on n'avait pas, c'est-à-dire les seules distractions en fait pour un jeune, quand j'étais là-bas, en tout cas, c'était de dire bon, allez, on va boire une bière. Donc, comment voulez-vous en fait que la population ne soit pas abrutie? Et ce qui est con, c'est que ces dirigeants-là croient se faire du bien à eux-mêmes, alors que pas du tout. Je ne pense pas que qu'importe l'endroit où ils se trouvent, hein, qu'importe les milliards de dollars qui se trouvent dans leur compte, les autres vont toujours les regarder comme des Africains, des pauvres nègres qui sortent d'un continent là où il n'y a même pas d'eau potable pour les populations. Là où on n'est même pas sûr que lorsqu'on t'ouvre le ventre pendant une opération chirurgicale, il n'y aura pas une coupure d'électricité. Donc arrêtons de penser individuel et mettons-nous en collectif et redorons notre blason. La Chine, pendant des décennies, hein, a été le sujet de moquerie des Occidents. Après l'époque de Mao, ça a été un communisme plutôt en pleine déchéance. Mais aujourd'hui, la Chine est la première puissance mondiale. Qu'on arrête de se mentir, les États-Unis ne valent rien à côté de la Chine. Actuellement, ni l'Europe.
la Chine, en ce moment, est la puissance mondiale. Alors qu'ils ont traversé les pires périodes. Alors qu'à un moment, il y avait tellement de Chinois dans la pauvreté. Mais actuellement, ils achètent des terres en Amérique latine, en Afrique. Ils sont actionnaires. L'État chinois est actionnaire dans certaines plus grosses sociétés. Et même dans des sociétés telles que Google, l'État chinois a des actions, des parts. Donc, et même dans des banques centrales, même dans dans des banques centrales, mais dans des plus grosses, importantes banques en Amérique ou même en Europe, l'État chinois est actionnaire. Donc, qui aurait cru que la Chine aurait pu se sortir de là? Donc, moi, je dis, nous aussi, Africains, on peut se sortir de cette merde. On peut se sortir de là. Je n'ai même pas lu les commentaires depuis. Bonjour, bonjour, Abdallah Ahmed. Coucou Tata Léonce. Bonjour, bonjour. Alain Bonnat, la population dira non. La population dira non, mais quelle population dira non en fait? Qu'est-ce que vous proposez donc à la population comme alternative à ces vaccins? Pour le moment, il n'y a pas de traitement. En fait, il faut savoir, à un moment, nous, peut-être qu'ils sommes en Europe, nous sommes un petit peu déconnectés de la réalité africaine sur le terrain. Hein. C'est pas parce que en France actuellement, tu peux pas mourir de faim, tu ne peux pas mourir d'une maladie bénigne parce que tout est presque gratuit. Je dis bien presque. Si ce n'est pas gratuit, c'est vraiment à vil prix. Mais n'oublions pas qu'en Afrique, il y a certains qui n'ont même pas accès à la nourriture de la journée, qui n'ont même pas accès aux subsistances d'une seule journée. Donc lorsque il y aura dans un village quelconque, même au Cameroun, une ONG qui vient, par exemple, je donne vraiment un nom comme ça au hasard, Médecins sans frontières qui s'emmènent dans un village au nord Cameroun par exemple, ou à l'ouest, ou à l'est, ou au sud, les populations locales, on leur dit, bon ben voilà, si tu te fais injecter ça, on te donne un sac de riz et 2 bouteilles d'huile Diamaor. Je ne pense pas que une maman va dire, elle va dire injecter même ça à tous mes enfants. Hein. Au calme. Pourquoi? Les populations, il n'y a que les populations conscientes de ce que ça implique comme conséquence. Des populations qui ont accès à l'information. Des populations qui sont éduquées, instruites, qui peuvent comprendre les retombées de ce type de vaccin, de ce type de campagne. Mais les populations démunies n'auront pas de choix. On ne leur laisse pas le choix. On ne va pas les contraindre, mais c'est juste que leurs conditions de vie ne leur laisseront pas de choix. C'est tout simplement ça en fait. C'est bien dommage. Donc les gens peuvent bien aujourd'hui s'offusquer, non au vaccin, mais ça fait des dizaines d'années que l'Afrique est un laboratoire en fait, est un jeu, est un terrain de jeu pour les armes chimiques pendant les guerres, les armes bactériologiques. L'Afrique est carrément un terrain de jeu, mais ce qui est bien, c'est que l'intervention justement de ces scientifiques à la télé a permis à certains de se rendre compte des réalités ou peut-être même de se souvenir de quelque chose qu'ils avaient en arrière-pensée et qu'ils ont oublié, dont ils n'étaient plus conscients. Mais pour le sida, des tests de traitement du sida ont été faits en Afrique du Sud, au Congo. Certains ont marché, comme certains n'ont pas marché. Et des médicaments sont testés sur des Africains, parce que la population est fragilisée en fait. Donc il faut bien aller tester sur des humains, et qu'on ne payera pas, et où la législation ne permet pas de protéger ces personnes. Donc il faudra donc chercher ces cobayes humains sur lesquels on va tester sans avoir de risque, ni de responsabilité pénale, ni civile, ni même encore pécuniaire. Et c'est donc un terrain propice à ce genre d'expérimentation. Et c'est fait depuis des dizaines d'années, à la vue et au su des autorités, sans qu'aucune d'elles ne soit inquiétée de quoi que ce soit.
Après, il faut aussi parfois sur les aides qu'on reçoit en Afrique avec beaucoup de satisfaction et de joie, il faut se poser la question du contre-coup des aides qu'on reçoit. Qu'on reçoive nos gouvernements, des ONG, j'entends parler à gauche des aides au développement, des aides à la lutte contre ci, des aides pour les femmes enceintes, des aides pour le contrôle de la démographie. Ces aides-là sont tout simplement des rémunérations déguisées de ce qui va arriver, parce que rien n'est gratuit. Il faut qu'on arrête aussi d'être un petit peu naïf, hein. Il faut vraiment se rendre compte que rien n'est gratuit. Quand un occidental fait quelque chose, c'est pour un but, et généralement le but c'est pour une accumulation des richesses. Et donc, forcément, s'il y a une avance de fonds, derrière il doit y avoir des retours sur investissement. Donc, quand j'entends les pays dire oui, on a reçu des aides au développement de la Chine et qu'après, derrière, ça se concrétise en fait par des milliers d'hectares de terres qui sont arrachés aux locaux et puis donnés à des investisseurs chinois, moi, je me dis c'est pas de l'aide. À long terme, ce n'est pas une aide, hein. Ce n'est pas du tout une aide. En plus que généralement, les populations locales ne bénéficient en rien de ces aides. On sait tous comment ça se passe. Ça finit généralement dans un compte suisse ou à la barre, ou un compte aux îles Caïmans, à la limite. Et ensuite, voilà. Donc je vous remercie beaucoup de votre disponibilité aujourd'hui pour ce live et j'ai été vraiment honorée de discuter de ça avec vous. Donc le message que je voulais passer, c'est de ne pas être offusqué parce que ce ne sont que les effets de causes beaucoup plus profondes qui se font voir aujourd'hui. Et que ces deux scientifiques ont tout simplement dit haut ce que certains pensent bas et que ça ne devrait pas nous étonner vu le passé de notre continent. Et que maintenant, malgré ce passé-là, on peut se relever. Et ça ne tient qu'à nous de nous relever, en fait. Et de restituer notre dignité. Dès lors qu'on est digne, dès lors qu'on a intact son honneur, on peut se permettre de tutoyer celui qu'on a en face. Tout simplement parce qu'il n'aura rien de plus que nous. Nous serons tous les deux hommes avec un grand H. Je vous souhaite encore une très bonne soirée, un week-end aussi ensoleillé. De toute façon, on ne sort pas, on reste ensemble, on reste scotché à nos écrans. Et aussi, on se permet de temps en temps d'ouvrir un bouquin et de lire. Je vous dis à bientôt pour une future lecture que je ferai sûrement dimanche. Je vous remercie d'avoir été aussi attentifs et nombreux. À bientôt.